Mon mari a ramené sa maîtresse à la maison pour parader. Dès qu'ils ont mis un pied hors de la voiture, j'ai vidé un seau d'eau d'égout immonde sur eux. Puis, j'ai verrouillé la porte, souri et crié, prenez votre temps pour profiter de cette puanteur. N'ose même pas faire un pas de plus dans ma maison, Julien, parce qu'aujourd'hui, tu vas découvrir ce qu'il en coûte de trahir la femme qui t'a tout donné. La voix d'Éléonore Dubois déchira le silence de l'aube avec une telle force que Julien Cadet se figea à côté du SUV, une main encore tendue vers Solène Rousseau. Il était un peu plus de 6 heures du matin, et la lumière bleu pâle du petit jour commençait à peine à baigner les collines ondoyantes de la campagne près d'Aix-en-Provence. Solène venait de sortir du véhicule, souriant comme si le vaste domaine en pierre de taille était déjà le sien. Quand elle vit Éléonore debout en haut des marches de l'entrée principale, elle ne vit pas une femme en pyjama ou quelqu'un qui avait l'air le moins du monde surpris. Éléonore portait un pantalon noir sur mesure, une blouse en soie blanche impeccable, ses cheveux tirés en arrière sans un défaut, et une expression de sérénité absolue qui était bien plus troublante que n'importe quel cri. Dans sa main droite, elle tenait un seau en métal galvanisé rempli d'un liquide sombre et trouble. Il fallut exactement 2 secondes à Julien pour réaliser que quelque chose n'allait pas du tout, mais ces 2 secondes furent bien trop longues. Éléonore s'avança jusqu'au bord des marches en pierre, leva le seau sans la quitter des yeux, et d'un seul mouvement rapide, projeta son contenu sur Julien et Solène. L'eau fétide et stagnante s'abattit sur eux, de la poitrine aux chaussures, trempant instantanément son costume sur mesure et sa robe de créateur couleur crème. Solène poussa un cri perçant, reculant en trébuchant jusqu'à heurter le flanc du SUV de luxe. Julien resta pétrifié, les cheveux plaqués sur son front, la puanteur nauséabonde envahissant l'air frais du matin. Éléonore posa le seau vide sur le porche en pierre avec un calme délibéré. Elle n'avait pas l'air d'une femme en pleine crise de nerfs. Elle avait l'air de quelqu'un qui attendait ce moment précis depuis très longtemps. « C'est encore bien plus propre que ce que vous faites tous les deux dans mon dos depuis des mois, dit Éléonore. « Êtes-vous folle » hurla Solène, frénétique, essayant de s'essuyer le visage avec un mouchoir qu'elle sortait désespérément de son sac à main de créateur. « Avez-vous la moindre idée de ce que coûte cette robe » Éléonore la fixa quelques secondes, comme si cette question spécifique confirmait exactement le genre de personne à qui elle avait affaire. Julien sortit enfin de son état de choc. Furieux, il monta les 2 marches qui le séparaient de la porte d'entrée. « Éléonore, ouvre cette porte tout de suite. Nous allons entrer pour discuter et tu vas arrêter de faire une scène. » Il sortit son téléphone, le passant sur le lecteur de la serrure intelligente, mais une lumière rouge clignota instantanément. Il essaya de nouveau. Même lumière rouge. Il appuya son pouce sur le capteur biométrique. Accès refusé. Éléonore croisa les bras. « Tu peux continuer d'essayer jusqu'à midi si tu veux. Ton autorisation a été révoquée de façon permanente la nuit dernière. » Julien la foudroya du regard comme si elle parlait une langue étrangère. « C'est aussi ma maison. » Pour la première fois ce matin-là, Éléonore sourit. « Non, Julien, c'est précisément l'une des nombreuses erreurs que tu es sur le point de découvrir. » Solène cessa son hyperventilation à propos de sa robe. Son regard passait rapidement de Julien à la grande façade du domaine, puis de nouveau à lui, exigeant une explication. Depuis près d'1 an, Julien lui avait assuré que cette propriété faisait partie de son portefeuille immobilier personnel, qu'Éléonore n'avait aucun levier financier réel, et qu'après le divorce, tout se passerait sans accroc. Il avait même promis de rénover la suite parentale parce que Solène avait mentionné qu'elle ne voulait pas dormir entourée des souvenirs d'une autre femme. Maintenant, cependant, Julien ne pouvait même pas déverrouiller la porte d'entrée. « Tu m'as dit qu'elle était à Paris » siffla Solène entre ses dents. Julien se tourna vers elle, son irritation débordant. « C'est ce qu'elle m'a dit. » Éléonore absorba chaque mot. « Et c'est exactement ce que j'avais besoin que tu crois. » Elle se pencha, ramassa une fine chemise en cuir qu'elle avait laissée sur la table du patio, et continua, « Mon voyage n'a jamais existé. Mais merci de confirmer que tu as profité de ma prétendue absence pour l'amener dans ma maison. » Le silence qui suivit était lourd, suffocant. Ni Julien ni Solène ne savaient quoi dire, car tous deux réalisèrent soudain qu'Éléonore n'avait pas seulement découvert l'adultère. Ce matin, tout cela était orchestré. L'épouse bafouait et éplorait qu'ils avaient anticipé celle qui supplierait ou exigerait de savoir où il avait été ou était introuvable. À sa place se tenait une femme qui avait changé les codes de sécurité, organisé des documents juridiques et attendu précisément qu'ils arrivent ensemble dans l'allée. Julien leva les yeux vers les caméras de sécurité montées au-dessus de l'entrée,
sentant la première véritable pointe d'effroi lui nouer l'estomac. « Efface tout ce que ces caméras viennent d'enregistrer, ordonna-t-il. Ça ne quitte pas cette propriété. » Éléonore pencha légèrement la tête. « Tu donnes encore des ordres. Quelle habitude difficile à perdre. » Solène respirait lourdement, l'eau sombre dégoulinant toujours de l'ourlet de sa robe ruinée. Si vous voulez savoir comment une femme qui semblait tout avoir a découvert que son mari essayait de la dépouiller des choses même qui lui appartenaient, il faut remonter au début. Car ce matin-là dans la campagne provençale n'était que le point culminant de 6 semaines angoissantes. 6 semaines plus tôt, Éléonore se réveillait encore en croyant que le seul problème dans son mariage était l'addiction au travail de Julien. Julien était constamment en déplacement entre Aix, Marseille et Lyon pour des réunions concernant l'expansion agressive des domaines cadets. Le groupe immobilier et hôtelier avait fait de son nom de famille un synonyme de jeune succès fulgurant à travers le pays. Les magazines économiques publiaient ses portraits sur papier glacé avec des titres louant l'entrepreneur visionnaire qui avait bâti un empire immobilier avant son 35e anniversaire. Éléonore apparaissait rarement dans la presse. Elle n'avait jamais apprécié les caméras ou les galas, préférant depuis des années travailler depuis une position calme et discrète, gérant les investissements familiaux, les fondations philanthropiques et des structures de fiducie complexes. Cette invisibilité avait fini par se retourner contre elle. Les gens supposaient naturellement que Julien était le créateur, le seul propriétaire et le cerveau derrière tout cela. Il ne s'était jamais donné la peine de corriger cette impression. Et Éléonore, profondément amoureuse et totalement confiante, n'avait jamais imaginé qu'un jour elle devrait rappeler à son propre mari d'où provenait exactement le capital de départ de son empire. Le premier signal d'alarme arriva un soir apparemment anodin. Julien était censé être à Marseille pour négocier l'acquisition d'un hôtel de charme. Éléonore cherchait une facture de maintenance de routine sur leur portail de compte joint quand elle remarqua une dépense de 2500 € dans un complexe ultra-luxueux à Miami. Ce n'était pas une somme qui lui causerait le moindre stress financier. Mais la date entrait en conflit direct avec ses prétendues réunions interminables à Marseille. Au début, elle pensa qu'il pouvait s'agir d'une erreur administrative de l'entreprise. Elle lui envoya un SMS décontracté pour lui demander si son itinéraire avait changé. Julien répondit presque instantanément. Non, toujours à Marseille. Réunion sur réunion. J'ai hâte de rentrer à la maison. Éléonore fixa l'écran pendant plusieurs minutes. Elle ne ressentit pas encore de jalousie. Elle ressentit quelque chose de bien pire. Une minuscule fissure dans une réalité qu'elle avait considérée comme incassable pendant des années. Le lendemain, elle appela le service financier de l'entreprise sous un prétexte de routine et découvrit nonchalamment que la dépense avait été autorisée directement depuis la carte de crédit professionnel personnel de Julien. Éléonore ne posa pas d'autres questions. Elle se dit qu'il pouvait y avoir une explication raisonnable et décida d'attendre. 2 jours plus tard, Julien rentra à Aix avec un énorme bouquet de roses et un sourire fatigué. Il lui embrassa le front, parla pendant 30 minutes des négociations épuisantes de Marseille et se plaignit que l'hôtel où il avait séjourné avait un service en chambre terrible. Éléonore écouta en silence total. N'importe quel autre jour, elle l'aurait interrompu pour partager quelque chose de sa propre semaine. Mais ce soir-là, elle se concentra sur ces mots. Il nomma un hôtel spécifique de Marseille. Il décrivit le petit déjeuner. Il se plaignit de la vue sur le centre-ville. Il mentait avec une facilité terrifiante. Quand il alla prendre une douche, il laissa son téléphone sur la commode de la chambre. Éléonore n'y toucha pas. Elle n'en avait pas encore besoin. Ce qui la secoua vraiment jusqu'à la moelle fut la prise de conscience qu'après 11 ans ensemble, elle pouvait reconnaître la cadence exacte de la voix de son mari, mais ne reconnaissait absolument pas l'homme qui parlait. 3 jours plus tard, le deuxième signal d'alarme apparut. Éléonore trouva une boucle d'oreille géométrique dorée coincée sous le siège passager du Range Rover personnel de Julien. Elle était petite, moderne, et décidément pas la sienne. Elle la tint entre ses doigts quelques secondes avant de la remettre exactement là où elle l'avait trouvée. Ce soir-là, Julien lui dit qu'il avait un dîner privé avec plusieurs cadres supérieurs. Éléonore sourit, lui souhaita une bonne soirée et l'embrassa avant qu'il ne parte. Une fois qu'il fut parti, elle monta dans sa propre voiture et se rendit dans un café discret situé juste en face de l'un des steakhouse les plus exclusifs d'Aix. Elle n'eut pas à attendre longtemps. À 21h20, elle vit Julien sortir. Il n'était pas flanqué de cadres supérieurs. Quelques instants plus tard, Solène Rousseau apparut.
Solène était la directrice de la communication des domaines Cadet, 24 ans, impeccablement vêtue, se déplaçant avec l'assurance indubitable de quelqu'un habitué à faire tourner les têtes. Julien s'avança, passa son bras autour d'elle et l'embrassa sur la bouche avant qu'il ne descende l'avenue. Éléonore sentit tout le bruit ambiant de la ville s'évaporer. Elle ne fit pas d'esclandre au restaurant. Elle ne brisa pas un verre de vin sur le trottoir. Elle n'appela pas Julien ni ne photographia hystériquement chacun de leurs mouvements. Elle resta dans sa voiture, les mains serrées autour d'une tasse de café devenue froide, regardant son mari toucher le bas du dos d'une autre femme pendant qu'il riait. Le plus douloureux n'était pas le baiser. C'était la familiarité. Ce n'était pas une nouvelle aventure excitante. Solène connaissait les manières de Julien. Elle se penchait contre lui sans demander la permission, prenait son téléphone de sa main pour lui montrer quelque chose sur l'écran, et agissait comme si c'était la dynamique la plus naturelle du monde. Quand ils se séparèrent près de 2 heures plus tard, Julien la raccompagna jusqu'à une berline élégante qu'Éléonore reconnut immédiatement comme l'un des véhicules de luxe loués par l'entreprise pour la direction. Cette nuit-là, quand Julien rentra à la maison, il soupira et dit que le dîner avec les investisseurs avait été un immense succès. Éléonore le regarda pendant plusieurs longues secondes avant de répondre « Je suis si heureuse pour toi ». Et il lui sourit en retour, entièrement convaincu que sa double vie parfaite était intacte. Au cours des jours suivants, Éléonore dut apprendre une compétence qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir maîtriser, agir de manière tout à fait normale devant un homme dont la voix lui donnait désormais physiquement la nausée. Elle se réveillait avec lui, buvait du café à l'îlot de la cuisine, posait des questions sur ses réunions et répondait avec un soutien calme chaque fois qu'il annonçait des voyages d'affaires à venir. Pendant ce temps, elle commença à auditer. Elle ne regarda que ce à quoi elle avait légalement accès en tant que copropriétaire et principale bénéficiaire de leur structure de fiducie familiale. Elle n'avait pas besoin d'espionner son téléphone. Les relevés bancaires et les grands livres de l'entreprise racontaient une histoire bien plus éloquente. Il y avait des cadeaux coûteux achetés dans des boutiques de luxe à Chicago, des réservations doubles dans des complexes de luxe, des vols en première classe, un bail mensuel pour un superbe pentouse moderne dans le centre d'Aix. Et d'énormes virements bancaires classés sous des concepts de conseil incroyablement vagues. Éléonore en déduisit que l'affaire durait depuis au moins 10 mois. Chaque nouveau document était un coup physique à la poitrine. Mais cela souleva également une question bien plus dangereuse. Julien gagnait plus qu'assez de revenus personnels pour financer une liaison somptueuse sans recourir à d'étranges jeux de bonneteau entre filiales d'entreprises. Pourquoi déplaçait-il l'argent de l'entreprise? Certains des paiements liés à Solène passaient par des SARL vaguement liés au groupe mère. La réponse commença à se matérialiser un après-midi quand Éléonore découvrit le nom d'une entité récemment constituée, Stratégie et Actifs Rousseau. Elle était répertoriée comme un fournisseur de communication et de conseils de premier plan pour une filiale des domaines Cadet. L'agent légal enregistré était le cousin de Solène, mais l'adresse fiscale correspondait à un bureau distant précédemment utilisé par l'un des conseillers en gestion de patrimoine personnel de Julien. En l'espace de 4 mois, cette société écran avait reçu des paiements croissants. La facture la plus récente s'élevait à 150 000 €. Éléonore fixa les documents de l'entreprise sur son moniteur, et elle sentit la piqûre aiguë du chagrin d'amour se transformer en une fureur froide et dure. Ce n'était pas juste le cliché d'un mari riche achetant des diamants pour sa maîtresse. Quelqu'un était en train de construire méticuleusement un pipeline financier pour siphonner des capitaux. Ce soir-là même, Julien rentra d'excellente humeur, leur servant à tous les deux un verre de cabernet coûteux tout en mentionnant nonchalamment une réorganisation d'entreprise à venir qui simplifierait leurs obligations fiscales. Quand les documents seront prêts, j'aurai juste besoin que tu signes quelques autorisations standards, dit-il doucement, lui tendant un verre de vin. Éléonore tint le pied du verre, sans prendre une gorgée. Bien sûr, si tu dis que c'est pour le mieux. Le soulagement et l'aisance absolue avec lesquels Julien accepta sa conformité confirmèrent ses plus sombres soupçons. Éléonore savait exactement pourquoi il se sentait si confiant. Il s'était tellement habitué à sa politique de non-ingérence totale dans les opérations quotidiennes de l'entreprise. Pendant les premières années, elle avait été profondément impliquée. Quand ils se sont rencontrés, Julien avait un charisme brut, une ambition implacable et un talent incroyable pour convaincre les investisseurs. Mais il se noyait dans les dettes d'une entreprise immobilière commerciale qui avait échoué. Il avait failli tout quitter pour partir de France. Éléonore venait de prendre la gestion de la fortune générationnelle de sa famille par le biais de Capital Dubois, un solide véhicule de fiducie et d'investissement créé par son défunt père.
C'est elle qui a discrètement fourni le capital dont Julien avait besoin pour sauver sa première entreprise de la faillite et acquérir les 2 propriétés phares qui ont finalement donné naissance au domaine Cadet. Elle ne lui avait jamais jeté à la figure parce qu'à l'époque, ils étaient un partenariat. Il était le visage charmant. Elle était l'architecte silencieuse protégeant le coffre-fort. À mesure que le succès explosait, Éléonore s'est volontairement retirée des projecteurs. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un jour Julien confondrait sa discrétion choisie avec de la pure stupidité. Le lendemain matin, elle appela Henri Thierry. Ils ne s'étaient pas parlé depuis près de 2 ans, mais Éléonore lui faisait une confiance implicite. Il avait fait ses armes aux côtés des avocats d'affaires les plus impitoyables de son père. Ils se rencontrèrent loin du quartier des affaires du centre-ville. Dans un bureau calme et privé qu'Henri gardait pour les clients fortunés, Éléonore posa la pile de documents financiers sur la table en acajou, la société écran liée à Solène, le bail du Pentouse et les documents préliminaires de réorganisation que Julien avait mentionnés. Henri lut en silence total pendant près de 40 minutes. Quand il leva enfin les yeux, il ne lui demanda pas si elle était sûre de l'infidélité. C'était totalement hors de propos par rapport au papier qu'il avait devant lui. Si cela signifie ce que je pense que ça signifie, dit Henri lentement, Julien ne se prépare pas seulement à un divorce. Il tente activement de liquider et de transférer les actifs les plus rentables complètement hors du périmètre matrimonial avant même qu'une séparation formelle ne commence. Éléonore sentit ses mains devenir glaciales. Peut-il vraiment faire ça? Henri secoua la tête. Pas légalement, et pas sans contourner plusieurs clauses de fiducie où tu détiens un droit de veto, mais il peut certainement essayer. En supposant qu'il croit que tu signeras aveuglément tout ce qu'il te mettra sous le nez. Henri lui demanda de faire la chose la plus difficile possible. Ne pas confronter Julien. Si elle révélait tout maintenant, Julien paniquerait. Il supprimerait les communications internes, déchiquetterait les contrats et arrêterait les transferts avant qu'il n'ait suffisamment de preuves concrètes de détournement de fonds. Éléonore devait continuer à jouer l'épouse confiante et ignorante que Julien pensait qu'elle était. Je ne veux pas le détruire, dit Éléonore, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je veux juste m'assurer qu'il ne peut pas voler ce qui est à moi. Henri referma le dossier. Alors tu n'as besoin de détruire personne. Tu as juste besoin de documenter exactement ce qu'il est en train de construire et de laisser les conséquences de sa propre arrogance le détruire. Ce simple conseil changea tout le paradigme. Jusqu'à ce moment, Éléonore avait considéré l'affaire comme un traumatisme émotionnel profond. À partir de cette seconde, elle comprit que c'était une menace directe et calculée contre son avenir. En retournant au domaine, elle naviguait sur les routes sinueuses de Provence au ralenti. Elle se souvint de toutes les fois où Julien lui avait tenu les mains, la remerciant de lui faire confiance. Maintenant, cette confiance même était l'arme qu'il chargeait pour la viser à la tête. 2 semaines plus tard, le masque de Julien commença à se fissurer complètement sans qu'il s'en rende compte. Pendant le dîner, il glissa nonchalamment un épais dossier sur la table de la salle à manger, demandant à Éléonore de signer les documents concernant la réorganisation de la filiale. Éléonore fit semblant de les parcourir rapidement, mais juste avant que son stylo ne touche le papier, elle s'arrêta, se frotta les tempes et soupira. J'ai une migraine épouvantable. Je regarderai ça correctement demain matin. Julien fit un travail terrible pour cacher sa soudaine montée d'anxiété. Tu n'as pas besoin de les lire, c'est du jargon d'entreprise. Mes avocats les ont déjà vérifiés. Elle leva les yeux vers lui, offrant un sourire doux et fatigué. Alors ça ne changera rien si je signe demain devant un café. Julien força un rire et changea de sujet. Mais plus tard cette nuit-là, Éléonore le regarda depuis la fenêtre sombre de la chambre alors qu'il faisait les 100 pas sur le patio de l'arrière-cour, chuchotant agressivement dans son téléphone. Le lendemain matin, les documents avaient mystérieusement disparu du comptoir de la cuisine. Henri confirma plus tard par ses canaux officieux que l'une des clauses enfouies dans ce contrat aurait indirectement fait renoncer Éléonore à son droit de bloquer des transferts de capitaux spécifiques hors de la société mère. Il n'y avait plus l'ombre d'un doute. L'infidélité et le coût financier étaient exactement la même opération. La pièce la plus angoissante du puzzle lui tomba dessus quelques jours plus tard. En raison d'une erreur de mail automatisée liée à un ancien compte familial, Éléonore reçut un devis d'un cabinet de design d'intérieur d'élite. Ils avaient envoyé une approbation de budget pour une rénovation complète de la suite parentale au domaine. Éléonore appela le cabinet, prétendant qu'elle voulait juste confirmer les échantillons de tissu. La décoratrice principale discuta joyeusement,
mentionnant nonchalamment que mademoiselle Rousseau avait demandé que tous les meubles anciens soient enlevés car elle voulait une esthétique complètement moderne et fraîche pour son emménagement officiel. Éléonore dut s'asseoir sur le bord du lit pour ne pas s'effondrer. Solène ne décorait pas seulement un futur appartement. Elle redessinait la chambre d'Éléonore, son sanctuaire, sa maison. Ce soir-là, quand Julien entra, il trouva Éléonore en train de couper calmement des légumes pour le dîner. Il s'approcha derrière elle, l'embrassa sur la joue et murmura « Ça sent merveilleusement bon ». Elle ferma les yeux une fraction de seconde, luttant contre chaque impulsion biologique de le poignarder avec le couteau de chef. Au lieu de cela, elle se tourna et demanda avec une normalité terrifiante « Comment s'est passée ta journée au bureau ?» Julien répondit sans la moindre trace de culpabilité, et Éléonore sut enfin qu'elle était prête. Le lendemain matin, au petit déjeuner, elle annonça qu'elle devait s'envoler pour Paris pour quelques jours afin de rencontrer le conseil d'administration de Capital Dubois concernant certains investissements historiques. « Je serai absente 3 jours, dit-elle en étalant du beurre sur son toast. Peut-être 4 si les avocats font traîner les choses. Julien essaya d'avoir l'air déçu, mais Éléonore connaissait trop bien les micro-expressions de son visage. Elle vit l'éclair de pur triomphe dans ses yeux. « Ne t'inquiète pas pour moi, dit-il doucement. Je suis submergé par le nouveau projet de Lyon. » 1 heure après que la voiture avec chauffeur d'Éléonore ait quitté les grilles du domaine, Henri reçut une capture d'écran d'une taupe interne de l'entreprise qu'il avait cultivée. C'était un message que Julien avait envoyé à Solène. « Nous avons enfin la maison pour nous ce week-end. » Solène avait répondu avec un emoji en forme de cœur et une phrase qui allait rester gravée dans la mémoire d'Éléonore. « J'ai hâte de me réveiller là-bas, comme si c'était déjà chez nous. » Éléonore n'est jamais montée dans un avion pour Paris. Elle passa le week-end dans une plus petite propriété familiale privée à 40 minutes de là, coordonnant méticuleusement ses prochains mouvements avec Henri. Avant l'aube du 3e jour, elle retourna au domaine. Elle se connecta au système central et annula complètement les codes d'accès biométriques et numériques. Elle pouvait le faire sans problème car l'acte de propriété du domaine n'était pas au nom de Julien. Il était détenu exclusivement au sein d'une société holding entièrement détenue par Capital Dubois. Elle prépara une seule valise noire avec les costumes coûteux de Julien, quelques articles de toilette de base et son passeport. Elle ne toucha absolument à rien d'autre. Elle vérifia les flux de sécurité pour confirmer que le Range Rover de Julien venait de s'engager sur la route privée menant à la maison. Et puis elle fit quelque chose de merveilleusement inhabituel pour elle. Elle se dirigea vers l'abri de jardin où les jardiniers avaient laissé un seau en métal rempli d'eau stagnante et boueuse utilisé pour déboucher un tuyau de drainage. Elle le regarda, le prit par la poignée et se dirigea vers le porche d'entrée. Ce n'était pas sa grande vengeance. Éléonore savait que c'était simplement une limite. Une ligne physique, indéniable, tracée entre la femme qui avait laissé Julien lui marcher dessus pendant des années, et la femme qui lui claquait la porte au nez. Debout sur le porche alors que l'eau sale dégoulinait du menton de Julien, elle le regarda enfin commencer à assimiler la réalité. L'odeur fétide, la robe ruinée de Solène, les cris étaient un embarras temporaire. Ce qui terrifiait vraiment Julien, c'était l'immobilité absolue d'Éléonore. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Julien, baissant enfin la voix, essayant de retrouver son personnage dominant de salle de conseil. Éléonore ramassa la chemise en cuir et en sortit une seule feuille de papier. « Je veux que tu prennes ta valise et que tu quittes ma propriété. » Elle désigna le bagage noir posé près d'un pilier en pierre. Julien le reconnut instantanément. « Tu auras des nouvelles de mon avocat d'ici la fin de la journée. » Les yeux de Solène s'écarquillèrent. « Un avocat ?» Éléonore n'accorda même pas à Solène la dignité d'un regard. Julien laissa échapper un rire rauque et condescendant, essayant désespérément de projeter sa supériorité. « Penses-tu honnêtement que tu peux me jeter hors de ma propre vie juste parce que tu m'as surpris avec une autre femme ? Fais très attention, Éléonore. Si tu transformes ça en guerre, tu n'as aucune idée de ce que tu risques de perdre. » Elle soutint son regard sans ciller. « Non, Julien, c'est précisément ton problème. Je sais exactement ce que je risque de perdre, et je ne te laisserai pas toucher un centime. » À cette seconde précise, le téléphone de Julien vibra dans sa poche trempée. Il le sortit, jeta un coup d'œil à l'écran et rejeta l'appel. 3 secondes plus tard, il vibra de nouveau. Cette fois, l'identification de l'appelant affichait son directeur financier, Marc Trudeau. Éléonore resta parfaitement immobile. Julien s'éloigna de quelques pas et répondit.
Qu'est-ce qu'il y a, Marc? Le visage de Julien se vida de toutes couleurs en écoutant. Comment ça, le virement a été bloqué? Qui diable a autorisé un blocage sur ce compte? Solène cessa de tamponner sa robe et fixa Julien, un sentiment de panique grandissant dans sa poitrine. La voix de Julien résonna dans l'allée, stridente et paniquée. Ne signez rien avant que j'arrive. Tu m'entends? Rien. Il raccrocha et tourna brusquement la tête vers Éléonore. Pour la première fois depuis qu'il était sorti de la voiture, il y avait une peur authentique et non filtrée dans ses yeux. Éléonore ne sourit pas. Elle n'en avait pas besoin. Je te recommande vivement d'aller au bureau, dit-elle doucement. On dirait que tu as une matinée très stressante devant toi. Julien serra son téléphone si fort que ses jointures blanchirent. Qu'est-ce que tu as fait? Éléonore répondit sans élever la voix d'un seul décibel. Exactement ce que tu fais depuis 10 mois, protéger mes actifs. Solène attrapa le bras de Julien. Julien? Quel virement? De quoi parle-t-elle? Il l'ignora. Il fit un pas vers Éléonore, mais elle leva une main, la paume plate. Ne mets pas un pied sur ce porche. Julien s'arrêta. Sous sa rage aveuglante, quelque chose de bien plus insidieux prenait racine. Une incertitude profonde. Il avait bâti toute sa stratégie sur une prémisse simple et arrogante, qu'Éléonore était trop désintéressée par la finance d'entreprise pour jamais regarder sous le capot. Il n'avait aucune idée qu'elle avait suivi chaque virement, chaque SARL offshore et chaque autorisation falsifiée au cours des 6 dernières semaines. Il ne savait pas qu'Henri Thierry avait déjà déposé des injonctions légales certifiées qui étaient en train de pulvériser la structure de pouvoir des domaines cadets de l'intérieur. Solène, cependant, ne comprit qu'une chose. Elle n'entrait pas dans la maison de ses rêves ce matin. Elle se tenait dans l'allée, sentant le marécage, tandis que la femme qu'ils avaient tournée en dérision comme une femme au foyer naïf contrôlait les clés littérales et métaphoriques du royaume. Éléonore ramassa le seau vide et se tourna vers les massives portes doubles. Avant d'entrer, elle jeta un dernier regard par-dessus son épaule. Le soleil de Provence avait complètement franchi les collines, illuminant l'absurdité totale de la scène, le golden boy de l'immobilier aixois et sa maîtresse glamour dégoulinant de boue, exclus d'une forteresse qu'il avait faussement prétendue sienne. Au fait, Solène, dit Éléonore nonchalamment, tu peux annuler le rendez-vous avec le cabinet de design d'intérieur. Tu n'auras pas besoin de la suite parentale. Le visage de Solène devint blanc comme un linge. Julien se retourna brusquement pour fixer sa maîtresse. Quel designer d'intérieur? De quoi parles-tu? Cette unique question dit à Éléonore tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Même entre les deux menteurs, il y avait des secrets. Elle entra et laissa les lourdes portes se refermer. Les serrures biométriques s'enclenchèrent avec un bruit sourd. De l'autre côté du bois, elle pouvait les entendre commencer à se crier dessus. Elle ne ressentit pas de joie. Elle ressentit quelque chose de bien plus puissant. Pour la première fois depuis des semaines, elle n'avait pas peur de ce qu'elle pourrait découvrir ensuite, car l'illusion était morte. Maintenant venait la phase d'exécution, où chaque document falsifié, chaque mensonge et chaque euro volé exigerait son dû. Alors que Julien mettait le Range Rover en marche et dévalait l'allée quelques minutes plus tard, convaincu qu'il pourrait encore sauver les comptes de l'entreprise une fois à son bureau, Éléonore regardait depuis une fenêtre du premier étage. Elle nota comment Solène était assise de manière rigide sur le siège passager, regardant par la fenêtre, refusant de le regarder. Ni l'un ni l'autre ne savait que l'appel téléphonique paniqué du directeur financier n'était que la salve d'ouverture. Il n'avait aucune idée qu'un brillant et nerveux auditeur interne de 29 ans, nommé Yves Mercier, accumulait depuis des mois des clés USB cryptées pleines de notes de frais rejetés et d'autorisations illégales. Et il ne savait certainement pas qu'Yves avait rendez-vous avec Éléonore et Henri cet après-midi même. Julien fonçait vers Aix, croyant toujours que sa crise principale était une femme en colère dans un divorce. Solène croyait toujours qu'elle n'avait qu'à traverser une tempête temporaire avant de retrouver la vie de luxe que Julien lui avait promise. Ils avaient tous les deux catastrophiquement tort. La vraie guerre ne comporterait pas de disputes hurlantes ou d'assiettes jetées. Elle serait menée avec la comptabilité judiciaire, les votes du conseil d'administration et le droit fiduciaire. Et Éléonore venait de prendre le dessus. Julien conduisait vers le centre-ville d'Aix les fenêtres baissées, non pas pour profiter de la brise matinale, mais parce que la puanteur de l'eau stagnante était suffocante. Solène était assise les bras étroitement croisés, retenant un cocktail volatile de rage et d'humiliation. Pendant les 20 premières minutes,
aucun des deux ne parla. Julien essayait frénétiquement de compartimenter le désastre à la maison pour se concentrer sur l'appel du directeur financier. Un transfert de capital massif avait été bloqué, mais il ne pouvait pas comprendre comment Éléonore avait l'autorité unilatérale de déclencher un gel. Solène rompit le silence la première, sa voix tremblante. « Tu m'as dit que cette maison était à ton nom, Julien. Tu m'as dit qu'elle n'avait aucun levier réel sur ton argent. » Il serra le volant à sans blanchir les jointures. « C'est ma maison, Solène. Elle fait juste une crise et utilise de vieux avocats de famille pour nous faire peur. Je vais m'en occuper. » Mais même Julien ne croyait pas les mots qui sortaient de sa bouche. Quand ils arrivèrent dans le garage VIP souterrain du siège des Domaines Cadet, Julien réalisa que sa journée allait devenir infiniment pire. Son assistante de direction attendait près de l'ascenseur privé, l'air pâle et terrifié. Elle l'informa discrètement que le directeur financier, 2 membres du conseil d'administration et un conseiller juridique externe attendaient dans la salle de conférence principale depuis plus d'1 heure. Julien baissa les yeux sur son costume ruiné et nauséabond, jura violemment et ordonna à son assistante d'aller chercher un costume propre dans le placard de son bureau privé. Solène fit un mouvement pour le suivre dans l'ascenseur de direction, mais il posa une main sur sa poitrine, l'arrêtant. « Va à ton bureau à l'étage des communications. Ne parle à personne de ce qui s'est passé ce matin. » Elle grimaça. « Et que suis-je censé dire si les gens demandent pourquoi nous sommes arrivés ensemble avec l'air de sortir d'un égout ?» Julien se pencha près d'elle, les yeux hagards. Tu leur dis que nous avions une visite de site matinale sur un terrain boueux. N'aggrave pas la situation. Solène recula. Pour la première fois, elle ne voyait pas Julien comme un titan de l'industrie, mais comme un homme qui se noyait dans la panique. Dans la salle de conseil aux parois de verre, Julien trouva un classeur ouvert sur la table, ses pages remplies de signaux d'alarme. Marc Trudeau, le directeur financier, sauta les politesses. Il expliqua sans détour que 2 énormes virements offshore prévus pour ce matin avaient été stoppés net par la Banque centrale après qu'ils aient reçu une mise en demeure liée à la propriété bénéficiaire ultime des actifs de garantie. Julien frappa la table en verre de sa main. Quelle mise en demeure ? Je suis le PDG de cette entreprise. J'ai autorisé ces transferts. Le conseiller externe ajusta ses lunettes et regarda Julien avec une profonde prudence. Julien, tous les actifs garantissant ces prêts n'appartiennent pas directement au Domaine Cadet. Plusieurs des propriétés phares sont encore légalement liées au fiducie familial de Capital Dubois. La personne détenant le pouvoir de veto exclusif sur ces actifs de fiducie spécifique a exercé son droit à 6 heures ce matin. Julien se figea. Il n'eut pas besoin de demander qui était cette personne. Éléonore ne lui avait pas seulement donné une tape sur les doigts. Elle lui avait sectionné la jugulaire financière. Elle en savait bien plus qu'il n'aurait jamais cru qu'elle était capable de comprendre. Pendant ce temps, au domaine, Éléonore était assise à l'immense table à manger en chêne où elle avait partagé d'innombrables dîners avec son mari. La maison semblait incroyablement silencieuse, mais ce n'était plus un silence oppressant. C'était le silence d'une salle de guerre. Son ordinateur portable était ouvert, entouré de classeurs à code couleur et d'une tasse de café noir. Henri Thierry arriva juste après 8 heures, flanqué d'un parajuriste redoutable de son cabinet. Éléonore leur raconta le déroulement exact de la matinée, y compris la gaffe de Solène concernant la rénovation de la chambre et la panique aveugle de Julien au téléphone. Henri hocha la tête, sortant un épais dossier bleu. La première injonction a parfaitement fonctionné. La banque a gelé les virements. Maintenant, nous devons être méticuleux. Julien va passer les prochaines 48 heures à essayer de savoir exactement ce que nous savons. Éléonore croisa les mains sur la table. Laisse-le essayer. Il a passé une décennie à se convaincre que je ne suis qu'un compte en banque silencieux. Je veux qu'il continue de croire qu'il peut me déjouer jusqu'à ce que le piège se referme complètement. Henri lui rappela que le but final n'était pas seulement d'humilier Julien au tribunal des divorces. Il s'agissait de protéger légalement la fortune générationnelle d'Éléonore avant que Julien ne puisse la dilapider. Au cours des derniers jours, l'équipe d'Henri avait identifié 3 SARL différentes enregistrées en France et au Luxembourg qui recevaient des honoraires de conseil absurdement élevés de la part des Domaines Cadet. Stratégie et actifs Rousseau n'étaient que la plus bâclée. Une autre entité, constituée il y a seulement 5 mois, s'était inexplicablement vue accorder des droits de premier refus sur le développement d'un immense terrain commercial près de Lyon. L'agent enregistré pour cette SARL était le vieux colocataire d'université de Julien.
Henri soupçonnait Julien de découper systématiquement les projets futurs les plus lucratifs et de les cacher en dehors du périmètre des domaines cadets, s'assurant que lorsque le divorce finirait par arriver, l'entreprise principale apparaîtrait fortement dévaluée. Si nous pouvons prouver l'intention délibérée de frauder le patrimoine conjugal et de violer son devoir fiduciaire envers les actionnaires, cela passe d'un divorce compliqué à une fraude criminelle, expliqua Henri. La voix d'Éléonore était glaciale. Je ne veux pas de soupçons, Henri. Je veux des preuves irréfutables. Sa cruauté n'était pas apparue du jour au lendemain. Elle avait passé le dernier mois à rejouer l'histoire réelle des domaines cadets dans sa tête. Quand elle a rencontré Julien, il était un beau parleur sur le point de faire faillite. Éléonore avait cru en sa vision. Elle ne lui a pas donné un chèque en blanc. Elle a conçu une structure d'investissement conjointe. Capital Dubois a acheté les propriétés en difficulté et Julien a reçu le titre de PDG pour les développer. Le pari a été spectaculairement payant. Alors que la valeur de l'entreprise explosait, Julien est tombé amoureux de ses propres coupures de presse. Il était photogénique, charismatique et brillant pour vendre une histoire. Chaque fois que les journalistes posaient des questions sur sa femme, Julien l'éludait avec charme, disant qu'Éléonore préférait la philanthropie et n'avait aucun intérêt pour la rudesse du monde des affaires. Au début, Éléonore pensait que c'était mignon qu'il veuille protéger sa vie privée. Finalement, elle réalisa qu'il l'effaçait. Pour la nouvelle génération de cadres des domaines cadets, Éléonore n'était que la jolie femme du patron qui organisait des galas de charité. C'était exactement la fiction que Julien avait vendue à Solène. Il n'avait même pas eu besoin de beaucoup mentir. Il avait juste dû omettre le fait que la femme assise tranquillement au bord du cadre était celle qui possédait l'appareil photo. Au service des communications, Solène verrouilla la porte de son bureau. Elle portait un blazer emprunté, mais elle ne pouvait pas effacer de son esprit l'image d'Éléonore se tenant triomphalement sur le porche. Elle ouvrit son email professionnel et vit les rumeurs internes, chuchotements d'une réunion de direction d'urgence et de comptes gelés. Solène envoya un SMS à Julien. 1 minute plus tard, il répondit « Monte dans mon bureau. Utilise l'escalier privé ». Quand elle se glissa à l'intérieur, Julien faisait les 100 pas derrière son bureau, aboyant dans son casque. Il mit fin à l'appel, l'air épuisé. « Qu'est-ce qui se passe, Julien ?» exigea Solène. Éléonore a mis un obstacle juridique sur un virement. C'est tout. Solène le regarda, incrédule. Une femme qui, selon toi, ne sait même pas lire un bilan vient de bloquer un virement d'entreprise de plusieurs millions d'euros? Comment est-ce possible? Il évita son regard. Il y a de vieilles structures de fiducie liées à sa famille. C'est une technicité. Je demande aux avocats de régler ça. L'explication ne fit absolument rien pour calmer Solène. Pendant des mois, elle avait construit tout son avenir sur les promesses de Julien. Vacances en Europe, un Penthouse, départ dans de nouveaux développements, et finalement faire son entrée dans la haute société aixoise en tant que couple de pouvoir ultime. Il avait juré qu'Éléonore accepterait un règlement discret et disparaîtrait. Il n'avait jamais mentionné une seule fois les mots au capital Dubois. Je veux voir la table de capitalisation. Je veux voir les documents de propriété, dit Solène en croisant les bras. Julien laissa échapper un rire rauque et méprisant. Tu n'as rien besoin de voir, Solène. Tu es aux relations publiques, pas aux juridiques. Elle s'approcha de son bureau, sa voix baissant à un murmure mortel. J'ai risqué ma carrière, ma réputation et mon nom dans cette relation. Tu m'as promis qu'elle n'avait aucun pouvoir. Oui, j'ai besoin de le voir. C'était leur première vraie fracture. Julien était habitué à ce que Solène le regarde comme un dieu. Maintenant, elle le regardait comme un handicap. Et pour la première fois, l'argent semblait nettement moins garanti que le frisson de leur rendez-vous à l'hôtel. De retour au domaine, Henri montra à Éléonore une pile de mets d'entreprises interceptés. Julien avait agressivement poussé ses avocats internes à trouver des moyens de diluer le pouvoir de vote des fiducies historiques. Il n'a jamais explicitement mentionné le divorce, mais la chronologie était accablante. Puis Éléonore vit le nom de Solène dans un fil de discussion sur une campagne de relations publiques massive visant à présenter Julien comme le seul fondateur visionnaire des domaines cadets. Éléonore lut une ligne spécifique de Solène, nous devons renforcer agressivement le récit selon lequel Julien a bâti cet empire seul, à partir de rien. C'était différent de trouver un reçu d'hôtel. Cela signifiait que quelqu'un était activement payé pour réécrire l'histoire de sa vie et effacer son existence, ouvrant la voie à son exécution financière.
Henri vit sa mâchoire se crisper. Ne laisse pas ça devenir émotionnel, Éléonore. Elle ferma l'ordinateur portable. C'est devenu émotionnel le jour où il a décidé de réécrire notre histoire pour pouvoir voler mon avenir. Cet après-midi-là, la trajectoire de leur enquête devint nucléaire. Henri reçut un appel d'un numéro inconnu. L'homme à l'autre bout du fil se présenta comme Yves Mercier, un auditeur interne senior chez Domaine Cadet. Yves avait 29 ans, était très névrosé et possédait une colonne vertébrale d'acier absolu. Il dit à Henri qu'il devait de toute urgence parler à Éléonore concernant une série de paiements à des fournisseurs très irréguliers qu'on lui avait ordonné d'ignorer. Il refusa d'en dire plus sur une ligne non cryptée, demandant une rencontre en personne ce soir-là. Ils se rencontrèrent dans une salle de conférence sans fenêtre au cabinet d'Henri en centre-ville. Yves arriva en serrant une sacoche noire, transpirant à travers sa chemise. Il savait qu'il risquait toute sa carrière. Sans perdre de temps, Yves étala des feuilles de calcul imprimées. Des mois auparavant, il avait signalé des paiements répétitifs et croissants à des fournisseurs nouvellement enregistrés. Les montants des factures individuelles étaient juste assez bas pour éviter l'approbation obligatoire du conseil d'administration, mais la somme totale était massive. Quand Yves demanda les livrables réels pour ses contrats de conseil, un vice-président directement aligné sur Julien lui ordonna de clore l'audit. Yves ne l'avait pas clos. Il avait fait des copies. Je ne savais pas que vous enquêtiez déjà sur lui, dit Yves à Éléonore, refusant de la regarder dans les yeux. Mais quand ces virements ont été gelés ce matin, j'ai réalisé que quelqu'un avec un vrai pouvoir d'action s'y intéressait enfin. Éléonore étudia les feuilles de calcul. La signature de Julien apparaît-elle sur ces autorisations? Yves hocha lentement la tête. Oui, bien plus souvent qu'un PDG ne devrait signer des factures de fournisseurs de niveau intermédiaire. Parmi les documents se trouvaient des approbations directes de Julien pour Stratégie et Actifs Rousseau. Yves avait retracé le flux de capitaux. Une part importante de cet argent avait été immédiatement acheminée vers un compte séquestre tiers lié à l'achat d'un Pantouse de 4 millions d'euros dans le centre d'Aix. L'acte de propriété n'était pas au nom de Solène, mais Yves avait trouvé des emails internes de Solène au promoteur, dictant agressivement les finitions en marbre sur mesure et demandant un dressing sur mesure. Henri se pencha en avant, les yeux brillants. Pouvons-nous prouver légalement que ces fonds spécifiques proviennent des contrats gonflés? Je suis à une assignation bancaire près d'une correspondance à 100%, dit Yves. Éléonore resta assise dans un silence stupéfait. Julien n'achetait pas seulement des sacs Birkin à Solène. Il utilisait les revenus des domaines cadets pour construire secrètement sa nouvelle vie, brique par brique, aux frais de l'entreprise. Mais Yves n'avait pas fini. Il plongea la main dans son sac et en sortit 3 pages lourdement caviardées. C'est pour ça que je vous ai contacté. C'est ça qui m'a terrifié. C'étaient des garanties de prêt d'entreprise utilisant les actifs des domaines cadets. Au bas de chaque page se trouvait une signature électronique DocuSign. C'était la signature d'Éléonore. Éléonore fixa les documents. Les dates sur les horodatages numériques correspondaient à une semaine où elle avait été injoignable lors d'une retraite bien-être. Je n'ai jamais signé ça, murmura-t-elle. L'attitude d'Henri passa instantanément d'avocat d'affaires à conseiller de guerre. Yves, n'accède plus à ces fichiers depuis ton ordinateur de travail. Nous devons préserver la chaîne de preuves numériques. Falsification. Cela franchissait la ligne d'un divorce compliqué à une fraude criminelle. Julien savait que ces actifs spécifiques nécessitaient le consentement d'Éléonore et il l'avait simplement simulé pour que l'argent continue de circuler. Quand Éléonore retourna au domaine tard cette nuit-là, elle trouva 3 appels manqués de Julien. Elle se versa un verre d'eau, s'assit sur le canapé dans le noir et le rappela. Il répondit à la première sonnerie. Son ton était d'une douceur exaspérante. Élé, nous devons vraiment parler. Éléonore fixa les ombres sur le mur. Je t'écoute. Il expira lourdement dans le récepteur. Les choses ont dérapé ce matin. Je suis incroyablement désolé d'avoir amené Solène à la maison. C'était une énorme erreur de jugement. Mais tu mélanges notre tragédie personnelle avec les opérations de l'entreprise. Des employés innocents vont souffrir si tu gèles nos liquidités. Éléonore faillit rire. L'homme qui détournait des millions faisait soudain semblant de se soucier des salaires. Je n'ai rien mélangé, Julien, répondit-elle, sa voix étrangement calme. J'ai simplement placé une retenue sur des actifs qui appartiennent à la fiducie de ma famille, qui étaient utilisés comme garantie sans mon consentement vérifié.
Il y eut une lourde pause sur la ligne. Puis Julien posa la question qui révéla sa panique totale. « Qui te conseille ?» Elle ignora la question, l'informant que toutes les communications futures concernant ses fiducies passeraient par ses avocats. Julien perdit son calme soigneusement entretenu. « Nous sommes toujours mari et femme, Éléonore. Tu n'as pas besoin d'une équipe d'avocats assoiffés de sang pour me parler. » Éléonore se souvint de chaque nuit où il était rentré du lit de Solène et l'avait embrassé sur le front sans le moindre remords. « Tu as décidé unilatéralement que nous n'étions plus mari et femme il y a 10 mois, Julien. Je viens juste de recevoir le mémo. » Il tenta désespérément de pivoter, évoquant leur début difficile, comment ils avaient bâti l'entreprise ensemble, jurant que Solène ne signifiait rien et qu'ils pouvaient arranger ça en privé. Ce fut la goutte d'eau. « Tu l'as amené dans ma maison, en supposant que j'étais trop aveugle pour le remarquer, dit Éléonore. N'insulte pas mon intelligence en me disant qu'elle ne signifiait rien. » Elle raccrocha et bloqua son numéro. De l'autre côté de la ville, Solène recevait une version très différente de la part de Julien. Il lui assura qu'Éléonore faisait juste une crise de nerfs et finirait par se lasser. Mais Solène n'était pas stupide. Elle avait passé la soirée à faire des recherches approfondies dans le registre du commerce. Elle trouva des noms que Julien n'avait jamais prononcés. Capital Dubois, la Fondation familiale Dubois, et un réseau de sociétés holdings remontant au nom de jeune fille d'Éléonore. Plus elle creusait, plus l'illusion se brisait. Éléonore n'était pas une femme trophée. Elle était la banque. Solène claqua son ordinateur portable. Elle avait joué le rôle de la maîtresse dévouée, avalant la culpabilité parce qu'elle croyait qu'elle accédait au trône. Maintenant, elle réalisait que Julien lui avait promis un royaume qu'il ne possédait même pas. Les jours suivants furent d'un calme insoutenable. Éléonore ne donna aucune interview, ne posta rien sur les réseaux sociaux et ne fit aucune tentative pour traîner le nom de Julien dans la boue. Henri avait ordonné un silence radio strict pendant qu'il constituait le dossier d'expertise. Cette absence totale d'hystérie publique déstabilisa complètement Julien. Il s'était préparé à des appels téléphoniques hurlants, des pneus crevés ou une confrontation en larmes ou des réactions qu'il pourrait facilement présenter au conseil comme les actions d'une épouse instable et jalouse. À la place, il reçut des demandes légales formelles et stériles de grands livres financiers, des avis de préservation de preuves et des demandes d'auditeurs. Tout ce qu'Éléonore faisait était clinique, horodaté et légalement dévastateur. Elle réalisa que sa plus grande arme était la chose même que Julien avait toujours méprisée chez elle, son immense patience. Une semaine plus tard, Henri, Éléonore et Yves cartographièrent toute la conspiration sur un tableau blanc. La chronologie était irréfutable. Peu après l'embauche de Solène, les sociétés écrans furent créées. Peu après, les faux honoraires de conseil commencèrent. Puis vint la tentative de forcer Éléonore à renoncer à ses droits de veto. « Quel est notre prochain coup ?» demanda Yves en regardant le tableau. « Nous leur donnons assez de cordes pour se pendre », répondit Henri. S'il bloquait chaque transaction, Julien réaliserait que la partie était finie et détruirait les preuves restantes. Ils autorisèrent les opérations mineures à se poursuivre tout en constituant tranquillement le dossier pour une réunion d'urgence du conseil d'administration. 2 jours plus tard, Julien tenta un coup de poker. Il envoya un email à Éléonore la suppliant pour un dîner privé. Juste 2, sans avocat, au steakhouse chic où ils avaient célébré leur 5e anniversaire de mariage. Il prétendit vouloir se rendre et arranger les choses. Éléonore montra l'email à Henri. « Tu veux savoir à quel point il est désespéré ?» demanda Henri. Elle hocha la tête. « J'y vais. » Henri fronça les sourcils. « Tu es sûr ? C'est un manipulateur de classe mondiale. S'il pense qu'il peut encore me jouer, il parlera trop, » répondit-elle. Solène, en apprenant que Julien emmenait sa femme dîner, perdit la tête. Elle était terrifiée qu'il la sacrifie pour sauver son titre de PDG. La paranoïa entre les deux amants devenait toxique. Éléonore arriva au restaurant avec 10 minutes de retard. Elle portait une simple robe noire et aucun des bijoux que Julien lui avait achetés. Julien se leva, essayant de l'embrasser sur la joue, mais elle s'assit avant qu'il ne puisse l'atteindre. Pendant les 30 premières minutes, Julien joua magnifiquement le pêcheur repentant. Il pleura. Il qualifia Solène d'erreur monumentale, un symptôme de son épuisement professionnel. Il jura vouloir sauver leur mariage. Puis, exactement comme Éléonore l'avait prédit, il pivota nonchalamment vers les affaires.
Il mentionna que les actifs de la fiducie gelés nuisaient gravement à une nouvelle acquisition à Lyon, et que s'il ne réglait pas ça, des centaines d'entrepreneurs pourraient perdre leur emploi. Éléonore le laissa terminer son discours préparé. « Qu'est-ce que tu as besoin que je signe exactement » demanda-t-elle platement. Julien hésita une fraction de seconde de trop, puis sourit de son sourire le plus charmant. « Juste quelques autorisations techniques, Élé, juste pour maintenir l'activité pendant qu'on travaille sur nous. » Il sortit un élégant dossier de sa mallette. Éléonore l'ouvrit lentement. C'était un dense labyrinthe de jargon juridique, modification de procuration, libération de garantie et clause de renonciation. Elle fit semblant de le parcourir, mais ses yeux se fixèrent immédiatement sur les clauses exactes dont Henri l'avait averti. « Je peux les ramener à la maison pour les examiner » demanda-t-elle. Julien secoua la tête un peu trop rapidement. « Je préférerais vraiment qu'on règle ça ce soir. J'ai un appel à 8 heures avec les promoteurs de Lyon. » Éléonore leva les yeux, le regard vide. « Il y a 5 minutes, tu pleurais pour sauver notre mariage. Maintenant, tu transpires pour une signature. » Julien força un rire. « Élé, allons, ne mélange pas les deux. » Éléonore referma le dossier et se leva. « C'est exactement ce que je t'ai dit au téléphone. » Julien attrapa son poignet, la panique perçant à travers son charme. « Éléonore, si tu sors par cette porte, les choses vont devenir incroyablement moches. » Elle retira son bras. « Les choses sont déjà moches, Julien. La seule différence, c'est que j'ai enfin allumé la lumière. » Quand elle sortit, Henri l'attendait dans un SUV noir à 3 rue de là. Elle lui tendit les photos qu'elle avait secrètement prises des documents sous la table. Henri confirma. Julien essayait toujours activement de voler les actifs, droit dans les yeux. « As-tu fini d'attendre » demanda Henri. « Appuie sur la détente » dit Éléonore. Henri passa un appel. Le lendemain matin, un dossier certifié fut livré en main propre aux 4 membres indépendants du conseil d'administration des Domaines Cadets. Il ne mentionnait pas Solène Rousseau. Il ne mentionnait pas l'infidélité. Il mentionnait des signatures électroniques falsifiées, le détournement de fonds de l'entreprise et des manquements directs aux devoirs fiduciaires par le PDG. Les retombées furent instantanées. Julien arriva au siège le lendemain matin, prêt à hurler sur ses avocats, pour trouver les tâches de la direction grouillant d'auditeurs d'un cabinet d'expertise comptable tiers. Le conseil avait convoqué une session d'urgence obligatoire pour 14 heures. Julien se retira dans son bureau, appelant frénétiquement ses loyalistes au conseil. 2 ne décrochèrent pas. Les 2 autres lui dirent maladroitement qu'ils avaient une obligation légale d'examiner les allégations de fraude. Le mot fraude glaça le sang de Julien. À 13h45, Éléonore sortit de l'ascenseur. Elle n'était pas flanquée d'une armée d'avocats, juste d'Henri Thierry. Elle portait un tailleur bleu marine impeccable et tenait une seule tablette. Alors qu'elle se dirigeait vers la salle du conseil, Julien l'intercepta dans le couloir. « On peut encore arrêter ce cirque, Éléonore » siffla-t-il. Elle ne ralentit pas le pas. « Ce n'est pas un cirque, Julien. Le cirque, c'était toi qui paradais en France, prétendant avoir bâti un empire avec ton propre argent. » Quand elle prit place à l'immense table en acajou, la salle tomba dans un silence de mort. Le président du conseil, un vieux magnate du pétrole texan à l'ancienne, remplacé par une figure équivalente française, Parex. Un vieux magnate industriel, ouvrit la réunion. Il déclara que l'audit préliminaire avait révélé de graves irrégularités financières. Julien passa immédiatement à l'offensive, affirmant qu'il s'agissait d'erreurs comptables de routine amplifiées par une épouse vengeresse au milieu d'un divorce. L'auditeur principal ne s'y a pas. Il projeta une diapositive à l'écran montrant le flux d'argent des Domaines Cadets à Stratégie et Actifs Rousseau, puis directement au compte séquestre pour le Penthouse d'Aix. Puis il afficha les emails de Solène dictant le design intérieur du Penthouse. Un membre du conseil regarda directement Julien. Pourquoi notre directrice de la communication choisit-elle des comptoirs en marbre pour une propriété financée par un fournisseur de l'entreprise? Julien déglutit difficilement. C'est une affaire personnelle privée. Quand vous utilisez les revenus de l'entreprise pour la financer, Julien, elle cesse d'être privée, rétorqua le président. Mais le coup de grâce arriva ensuite. L'auditeur présenta les garanties de prêt avec la signature DocuSign d'Éléonore. Yves Mercier, assis tranquillement dans un coin,
fournit les journaux IP prouvant que les signatures avaient été générées depuis le terminal de direction privée de Julien alors qu'Éléonore était hors du pays. Le visage de Julien devint gris. Il bafouilla, affirmant que son assistante avait dû traiter des documents de routine de manière incorrecte. À ce moment précis, les portes de la salle du conseil s'ouvrirent. Solène Rousseau entra, accompagnée d'un avocat du travail impitoyable. La mâchoire de Julien tomba littéralement. Il lui avait explicitement ordonné de rester à l'écart. Solène avait l'air épuisée, mais ses yeux étaient froids. Elle prit place à l'autre bout de la table, refusant de regarder Julien. « Je souhaite que cela soit consigné, » dit Solène, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. « Le PDG m'a demandé de faire transiter des communications et des paiements de fournisseurs spécifiques par des entités tierces. On m'a dit que c'était des structures de rémunération de direction standard. » Julien frappa des poings sur la table. « Menteuse. Tu essaies de sauver ta peau. » Solène le regarda enfin. « Je savais que tu étais marié, Julien. Je savais que ce que nous faisions était moralement répréhensible, mais je ne savais pas que tu falsifiais des documents et utilisais de l'argent volé pour acheter mon silence. » Elle poussa une clé USB sur la table vers les auditeurs. « Ce sont des copies non censurées de tous mes SMS et emails avec Julien, prouvant qu'il a explicitement ordonné la création des comptes écrans. » Éléonore regarda l'échange avec un détachement total. Il y a 3 semaines, ces 2 personnes se croyaient invincibles, planifiant leur vie parfaite dans sa maison. Maintenant, ils se déchiraient devant le conseil pour éviter la prison. Le conseil demanda une suspension de séance. Julien tenta de coincer Solène dans le couloir, mais son avocat le bloqua physiquement. Julien se tourna alors vers Éléonore, du venin pur dans les yeux. « C'est ça que tu voulais, » gronda-t-il. « Si tu me fais tomber, l'action chute et tu perds aussi des millions. » Éléonore le regarda avec une profonde pitié. « Une entreprise peut survivre à un mauvais trimestre, Julien. Elle ne peut pas survivre à un PDG qui la vole. » Quand le conseil se réunit de nouveau, le vote fut unanime. Julien Cadet était suspendu immédiatement de ses fonctions de PDG en attendant les résultats finaux de l'audit judiciaire. Il fut dépouillé de tous ses privilèges de direction, sommé de rendre ses véhicules de fonction et interdit d'accès au bâtiment. Solène fut également suspendue sans solde. Julien resta figé dans son fauteuil en cuir. L'empire qu'il avait créé, toute son identité, avait disparu en moins d'1 heure. Mais l'humiliation finale était encore à venir. Julien ricana au conseil, déclarant qu'en tant que plus grand actionnaire individuel, il convoquerait simplement un vote par procuration et les remplacerait tous. Henri Thierry se leva et projeta une nouvelle diapositive. C'était la table de capitalisation complète et mise à jour des domaines Cadet. Julien fixa les chiffres, son cerveau court-circuitant. Pendant des années, il avait supposé que les premiers investissements de capital du bois avaient été dilués. Il n'avait jamais réalisé qu'Éléonore, travaillant discrètement en coulisses pendant une décennie, avait structuré chaque injection de capital ultérieure par le biais d'actions à droit de vote préférentiel détenues par les fiducies de sa famille. Éléonore n'avait pas seulement de l'argent. Elle avait un bloc de vote à majorité qualifiée. La voix de Julien était à peine un murmure. « Depuis quand ?» Éléonore croisa son regard. « Depuis avant que tu ne sois en couverture de ton premier magazine. » Sa plus grande erreur n'était pas de sous-estimer son équipe juridique. C'était de croire que ce n'est pas parce qu'une femme ne réclamait pas les projecteurs qu'elle ne possédait pas la scène. Ce soir-là, Julien fut escorté hors du bâtiment par la sécurité de l'entreprise. Il dut rendre les clés du Range Rover. Il dut appeler un Uber pour retourner à son appartement temporaire. Le compte séquestre du Pentouse était gelé. Ses lignes de crédit personnel, fortement adossées à ses actions des domaines Cadet, furent instantanément bloquées par les banques. Solène ne s'en sortit pas mieux. Les cartes de crédit de l'entreprise furent coupées. Le style de vie somptueux s'évanouit du jour au lendemain. Elle réalisa avec une clarté brutale que le pouvoir de Julien était entièrement emprunté, et sans lui, il n'était qu'un homme noyé dans les dettes. Elle fit ses valises et quitta Aix quelques jours plus tard, acceptant un poste de relations publiques de niveau intermédiaire à Marseille, forcée de repartir de zéro avec une réputation brisée. Le divorce fut rapide et chirurgical. Éléonore ne demanda pas un centime de plus que ce que ses avocats jugeaient lui revenir, mais elle ne céda pas un pouce non plus. Julien se battit férocement pour le domaine, mais les preuves écrites prouvèrent qu'il n'avait jamais contribué un centime à son achat.
3 mois plus tard, le conseil licencia formellement Julien pour faute grave. Le même jour, ils annoncèrent la nomination du nouveau PDG des Domaines Cadet, Éléonore Dubois. Elle ne prit pas le poste par vanité. Elle le prit pour stabiliser l'entreprise, restructurer la dette et protéger les milliers d'employés dont Julien avait imprudemment mis les moyens de subsistance en jeu. Elle se révéla être une dirigeante brillamment pragmatique, impitoyable et très respectée. La dernière fois qu'Éléonore vit Julien, ce fut au domaine. Il avait demandé à passer une dernière fois pour récupérer quelques cartons d'effets personnels dans le garage. Éléonore l'autorisa, se tenant sur le porche avec une tasse de café pendant qu'il chargeait sa berline de location. Il s'approcha du bord des marches, l'air pluvieux, épuisé et vidé. « Je n'aurais jamais pensé qu'on finirait comme ça, Élé, dit-il doucement. « Moi non plus, répondit-elle. Il baissa les yeux sur ses chaussures. Je ne sais pas quand j'ai commencé à croire que j'avais bâti tout ça tout seul. Je suppose que j'avais juste besoin de croire que je n'avais pas besoin de ton argent pour être quelqu'un. C'était la chose la plus honnête qui lui ait dite depuis des années. Il avait trompé non seulement pour le sexe, mais pour le pouvoir. Solène lui donnait l'impression d'être un roi qui s'était fait tout seul. Éléonore était un rappel constant et silencieux qu'il jouait avec les jetons de sa famille. Tu ne me devais pas ta vie, Julien, dit-elle gentiment. Tu me devais juste le respect. Il leva les yeux, des larmes aux yeux. Tu me détestes? Éléonore sourit, un sourire doux et sincère. Non. Si je te détestais, tu occuperais encore de l'espace dans mon esprit. Tu n'es qu'un étranger que j'ai connu. Cela le brisa plus complètement que l'audit n'aurait jamais pu le faire. Il monta dans sa voiture de location et s'en alla, retournant à un petit cabinet de conseil qu'il essayait désespérément de lancer à partir de rien. Exactement un an après le matin du seau d'eau, Éléonore franchit les portes d'entrée du domaine. Le ciel de Provence était d'un orange brillant et flamboyant. Une élégante voiture de fonction attendait dans l'allée. Elle s'arrêta un instant, regardant l'endroit exact où Julien et Solène s'étaient tenus, dégoulinant d'eau sale, croyant avoir gagné. Cela semblait être il y a une éternité. Elle n'avait pas eu besoin de les détruire pour gagner. Elle avait simplement dû cesser de les protéger des conséquences de leurs propres actions. Éléonore monta à l'arrière de la voiture, ouvrit sa tablette et commença à examiner les projections financières pour sa prochaine acquisition. Elle ne regarda pas la maison en arrière, et elle ne pensa certainement pas à Julien Cadet. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas de faire souffrir les gens qui vous ont trahi. Le vrai pouvoir, c'est de se réveiller un matin et de réaliser que leur existence ne dicte plus une seule once de votre bonheur.